Bonjour, je suis Cécile Fourel-Defrette, je suis maîtresse de conférences à l'Université Paris 13 et donc je suis spécialiste de l'Espagne contemporaine. J'enseigne la littérature, la civilisation et l'analyse de l'image, l'histoire de l'art. Donc ma thèse s'intitule L'évolution du rapport à l'image de Vicente Blasco Ibáñez, 1908-1928. Et je l'ai soutenue en 2012 à l'université Toulouse-Le Mirail, maintenant Toulouse Jean Jaurès, sous la direction de Marilinda Ortega. Bon, cette thèse, alors, est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours traditionnel, comme la plupart d'entre nous, c'est-à-dire avec une licence, un master 1, un master 2, ou est-ce que vous avez un parcours plus singulier? Je crois que je suis assez classique. J'ai commencé à faire une prépa littéraire et puis ensuite je suis partie en Erasmus, j'ai fait ma maîtrise à Valence. C'est là que j'ai rencontré Blasco Ibáñez et ensuite j'ai préparé les concours avant de faire un master 2. C'était déjà un master 2 à l'époque. Et puis ensuite m'orienter vers la thèse. Alors, est-ce que j'en déduis que vous avez fait votre maîtrise sur Blasco Ibáñez et le cas échéant, quel était le sujet? Alors oui, ça fait donc longtemps que je travaille sur Blasco. J'ai fait ma maîtrise sur la barraca et en fait sur la façon dont elle a été publiée au départ dans le journal que Blasco Ibáñez avait fondé lui-même, El Pueblo, sous forme de feuilleton. Voilà, donc c'était une perspective d'étude de l'édition d'une certaine façon. Et le M2, cette fois le master 2, alors toujours sur Alors, Blasco? et oui, et donc pour le M2, j'ai élargi aux autres romans valenciens de Blasco Ibáñez. Donc La Barraca, c'est 1898, et donc j'ai élargi aux autres. Donc Arros y Tartana, 94, le premier roman valencien. Ensuite Flor de Mayo, en 95. La Barraca, Entre Naranjos, 1900. Et puis Cañas y Barro, 1902. Vous Toujours aviez avec un... ce rapport-là au journal et à la façon de publier les romans sous forme de feuilleton. Bon, mais alors d'où vient ce goût pour Blasco Ibáñez? C'est un cours, c'est un livre sur lequel vous êtes tombée et puis vous êtes tombée amoureuse. Que s'est-il passé? Alors en fait, au départ, quand je suis partie en Erasmus à Valence, j'en ai parlé à ma directrice de maîtrise. Donc c'était Sylvie Bolo. Je voulais travailler sur Unamuno au départ parce que j'avais beaucoup aimé un cours que j'avais suivi. Et puis finalement, elle m'a dit vous partez à Valence, donc pourquoi pas Blasco Ibáñez. Donc j'ai commencé à lire. Et puis notamment, j'ai découvert La Barraca qui m'a beaucoup plu puisque ça parlait de la campagne valencienne, de la vie des paysans de Valence. Et moi, je suis fille d'agriculteur, donc ça m'a beaucoup parlé. Et puis, en fouillant un petit peu dans la bibliothèque de ma grand-mère, j'ai retrouvé un livre que lui avait offert sa sœur pour sa fête. C'est Arène sanglante, édité par Calment Lévy dans la collection Nelson. Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, cet écrivain qui était quand même un petit peu oublié a dû être très connu dans les années 20-30, à l'époque où elle l'a eu en cadeau. Et ça a attiré mon attention. Voilà, donc il y avait quand même un lien aussi un petit peu familial dans cette orientation. Ouais, alors parlez-nous du sujet de la thèse proprement dite, c'est-à-dire comment vous en êtes venu à avoir envie de le formuler comme ça, de réfléchir sous cet angle-là, etc. Alors je pense que en fait, la formulation doit beaucoup à ma directrice de thèse, Marilinda Ortega, puisqu'elle est spécialiste de l'image. Et du coup, ça a un petit peu rebattu les cartes par rapport à ce que j'avais travaillé jusqu'à présent, la question donc, du éditorial. Et en même temps, ça s'est emboîté en fait avec ce que j'avais déjà travaillé, puisque je suis partie de la constatation que Blasco Ibáñez, en tant qu'éditeur, puisqu'il a été d'abord, il a fondé un journal et ensuite il a créé ses propres maisons d'édition. Et tant dans le domaine du journalisme que de l'édition, il accorde une grande importance à l'image.
Donc, par exemple, dans El Pueblo, il y avait des galeries d'hommes célèbres avec des gravures. Et puis ensuite, dans la maison Sempere et puis la maison Prométhéo, il travaillait avec des dessinateurs et il donnait lui-même des conseils aux dessinateurs pour les couvertures illustrées. Parfois même, il faisait des croquis, etc. Donc, je me suis rendu compte que Blasco Ibáñez avait perçu très tôt l'importance de l'image et ça permettait de faire le lien avec son rapport futur au cinéma. Et c'est vrai qu'on a beaucoup retenu les adaptations hollywoodiennes qui ont été faites de ses romans, puisque ça lui a permis aussi de gagner énormément d'argent et d'être très célèbre dans les années 20. Mais du coup, j'ai essayé de comprendre s'il y avait un lien entre cet intérêt pour l'image en tant qu'éditeur et ensuite la fortune de ces romans à Hollywood. Et donc, en fait, la thèse a été un petit peu le cheminement de l'un à l'autre et de voir, en fait, qu'a fait Blasco Ibáñez à la fois en tant que créateur et en tant qu'aussi homme d'affaires de cette importance de l'image et comment il a finalement structuré l'ensemble de sa production autour de cette idée que l'image était une façon d'accéder le plus rapidement possible au public, à une époque où il y avait quand même beaucoup de gens qui ne savaient pas encore lire ou écrire. Voilà, donc pour un homme politique aussi, un écrivain, un éditeur, comment l'image a permis donc d'accéder à ce public de masse voilà, qu'il recherchait. Donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que c'était quelqu'un qui pensait son œuvre aussi comme un produit, entre guillemets, marketing. Oui, je pense qu'il était assez en avance sur son temps et en même temps, rétrospectivement, étudier Blasco, je pense, ça permet de comprendre comment notre société actuelle, quand même baignée d'images, a pu se construire. Donc, il y a deux implications, au moins, je pense, dans ce rapport à l'image. Il y a évidemment une implication esthétique, mais aussi clairement commerciale. Et c'était lui qui choisissait les couvertures, les illustrations de couverture de ses livres? En fait, il travaillait avec des dessinateurs. Bon, les dessinateurs ont évolué au fur et à mesure, mais il y a notamment un dessinateur qui s'appelle Ballester, avec qui il a travaillé beaucoup à la fin de sa vie. Et oui, en fait, il donnait des indications. Parfois, certaines couvertures de certains dessinateurs ne lui plaisaient pas. Et en fait, on retrouve tout ça dans sa correspondance avec ses associés dans les maisons d'édition. Et c'est assez intéressant puisque bon, il mâche pas ses mots, donc on voit l'aspect pragmatique de Blasco, avec parfois des arguments qui seraient pas avouables. Voilà, s'il avait su que sa correspondance serait rendue publique, voilà, il les aurait pas indiqués ainsi certainement, mais Vous avez un par exemple de choses pas avouables qu'il aurait préféré ne pas voir publiées? bon, je sais pas, mais par exemple, pour les Mille et une nuits, il va faire une édition des Mille et une nuits. Et donc, il dit que ça serait bien qu'il y ait des jeunes femmes un petit peu dévêtues voilà, pour attirer l'œil et vendre les livres. Oui. Bon, j'ai 2 curiosités sur, Blasco. Alors première chose, j'ai un peu oublié, ses relations, la lecture qu'il faisait du naturalisme et du réalisme à la française. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment très, très intéressant, ce sur quoi vous avez travaillé en maîtrise et en master. Est-ce qu'il y avait vraiment des variations importantes en termes de coupe, organisation du récit entre la version journal et la version livre? Alors, bah, pour ce qui est du naturalisme, en fait, Blasco Ibáñez s'intéresse. Alors, en fait, là, je me replonge dedans parce que je suis en train d'écrire un nouveau livre sur Blasco, mais sur sa facette d'éditeur. Et j'ai trouvé une lettre qu'il écrit à Zola pour lui demander voilà, s'il peut avoir ses droits pour publier dans un journal. C'est la Bandera Federal, c'est
un journal qui va durer moins longtemps et qui sera moins important que El Pueblo. Il veut publier ses romans, si possible, bon, sans payer de droits d'auteur. Et donc, il s'intéresse un petit peu tardivement à Zola, puisque c'est dans les années 90, sachant que le naturalisme a vraiment baigné la littérature espagnole, surtout dans les années 80. Donc, c'est pour ça qu'il a souvent été considéré comme un épigone du naturalisme. Mais voilà, son cycle valencien, c'est donc les années 90 jusqu'au début des années 1900. Il va un petit peu pâtir ensuite, par la suite, de cette étiquette de Zola espagnol ou de naturaliste. Il aura un petit peu du mal à s'en défaire par la suite, même s'il va toujours énormément admirer l'œuvre de Zola. Et alors pour le passage du roman dans le feuilleton, dans le journal et au roman papier, enfin papier, c'est idiot, livre, est-ce qu'il y a des grosses variations? Est-ce que c'est vraiment la réplique Ouais. Blasco Ibáñez, en fait, a aimé raconter qu'il écrivait en fait le feuilleton du journal au petit matin, après avoir rédigé presque parfois tout seul l'ensemble des articles, etc. Et donc, c'était des romans qui étaient nés de façon fragmentaire, alors qu'en réalité, quand on regarde de près, on se rend compte qu'il avait certainement déjà fini l'ensemble du roman avant de le publier. Et d'ailleurs, dans le feuilleton, en fait, chaque épisode se termine en bas d'une page et parfois au milieu d'un mot. Donc, en fait, le livre était déjà là et ça a été publié page par page simplement. Mais il a joué sur cette image un petit peu romantique d'écrivain bohème, voilà, écrivant au petit matin. Il l'écrit d'ailleurs de façon très poétique, mais il y a une dimension chez lui de construction de sa propre image aussi. Bien sûr, le fameux mythe personnel de l'auteur. Et rétrospectivement, là, entre le mémoire de maîtrise, le mémoire de DEA et la thèse, lequel de ces romans vous préférez relire? Lequel vous semble plus intéressant? Bon, c'est difficile. J'aime beaucoup La Barraca parce que effectivement c'est un roman naturaliste, mais c'est pas qu'un roman naturaliste. Il y a énormément de choses, d'autres influences. Donc c'est un roman qui est très riche. Mais bon, après, il y a aussi un autre roman que j'ai découvert pendant ma thèse, c'est Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse, qui est intéressant parce que, bon, ça a été dit ensuite par d'autres spécialistes, on y retrouve quand même des problématiques. On a l'impression que Blasco Ibáñez pressent vraiment la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc, voilà, c'est un roman qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Et aujourd'hui en Espagne, c'est qui Blasco Ibáñez? C'est l'histoire littéraire, un roman conventionnel à 19e siècle, etc. Ou est-ce que il y a des héritiers, des gens qui se revendiquent de son œuvre, Muñoz Molina par exemple, ou, enfin, qu'en est-il de sa situation aujourd'hui? Blasco Ibáñez continue à éveiller des passions, pas mal de polémiques, donc notamment à Valence. À Valence, bon, il a énormément d'admirateurs et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour approfondir son œuvre. Bon, il y a eu en 2017 une année Blasco Ibáñez. Là, il y a toute une série d'activités pour éditer de nouveaux travaux, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites à Valence. Il va y avoir aussi un centenaire de son succès aux États-Unis. Donc, c'était en 1921. Donc, ça va être là en mai 2021. Mais d'un autre côté, bon, c'est un écrivain qui reste quand même peut-être pas suffisamment étudié en dehors de Valence, dans le reste de l'Espagne. En fait, c'est peut-être... alors, je pense que c'est en train d'évoluer parce qu'il y a des thèses qui sont de plus en plus préparées sur Blasco Ibáñez, mais peut-être une réception un petit peu comme celle de Sorolla, d'ailleurs son ami,
c'est-à-dire très célèbre à Valence, ensuite très célèbre au niveau international, et puis au niveau national, voilà, des artistes et des écrivains qui ont plus de mal à se faire reconnaître. Ah oui, c'est paradoxal en fait. Donc c'est un auteur régionaliste en Espagne, et alors qu'il a ce gros succès à l'étranger. D'accord. Et mais c'est lié à des positions politiques qu'il a prises qui font qu'il a été boudé, ou des questions d'édition. Comment expliquer qu'au niveau national, il est si peu on travaille aussi peu sur lui? Je pense qu'il y a plusieurs explications. Il y a clairement une explication politique, puisque bon, pendant la dictature de Primo de Rivera, clairement, Blasco Ibáñez prend position. Du coup, il ne peut plus revenir en Espagne. En fait, à partir de 1914, il vivra en France jusqu'à la fin de ses jours. Il meurt à Fontana Rosa, à Menton, sur la Côte d'Azur. Il ne retournera pas vraiment, à part quelques voyages en Espagne. Et ensuite, pendant le franquisme, en fait, Blasco Ibáñez est interdit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de lire Blasco Ibáñez. Les œuvres circulent sous le manteau. Donc, effectivement, ça a forcément joué. Ensuite, pendant des années, on n'a pas étudié Blasco Ibáñez. Et c'est que, voilà, à la fin, pendant la transition, au début de la transition, qu'on a commencé à disons, à le republier, surtout puisqu'il y a eu beaucoup d'éditions. Par exemple, la maison Cathédra a réédité Blasco. C'est surtout autour de l'année 1998 qu'il y a eu beaucoup de choses faites pour récupérer la mémoire de Blasco Ibáñez. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que parmi les autres écrivains de sa génération, il a eu quand même du mal à... C'est pas fait que des amis. On lui a reproché notamment d'avoir gagné beaucoup trop d'argent. Euh, voilà, donc littérature et argent ne font pas toujours bon ménage. Donc c'est une des critiques. Et est-ce qu'il est, alors comme on est un certain nombre comme ça à travailler sur, moi sur García Márquez, vous sur Blasco Ibáñez, est-ce qu'il pâtit de l'étiquette de auteur populaire? Oui, donc je pense que Blasco Ibáñez d'un côté a pâti de cette étiquette-là, mais en même temps c'était son projet, hein, d'être un écrivain populaire. On lui a reproché d'écrire trop rapidement, de ne pas relire ses manuscrits, ce qui est à moitié faux puisqu'on voit sur les épreuves qu'il relisait, donc en tout cas les versions déjà imprimées des épreuves, donc elles sont corrigées de sa main. Mais Blasco Ibáñez n'écrit pas pour une élite, il écrit pour un public de masse. Donc forcément, c'était aussi son choix. Bon, alors, en dehors du rôle qu'a joué votre directrice, Marilinda Ortega, sur lequel vous pourrez revenir, est-ce qu'il y a des personnes qui ont joué un rôle important dans le choix du sujet, l'élaboration du plan, la problématique, l'écriture, alors que ce soit un rôle universitaire ou sur le plan personnel? Bon, je pense que j'ai été bien soutenue par mon entourage. Je pense que oui, c'est quand même très important d'être soutenu. Finalement, la thèse, c'est autant quelque chose d'intellectuel que mental, dans le sens où il faut garder le moral, hein, donc ça c'est très important. Ensuite, vraiment dans l'élaboration du plan ou de la rédaction, ma directrice de thèse m'a énormément aidée. C'était vraiment elle qui m'a, disons, le plus suivie de ce point de vue-là. Après, des discussions que j'ai pu avoir avec d'autres doctorants, puisque j'essayais de travailler voilà, en bibliothèque, surtout au début de la thèse. Et puis aussi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est les voyages que j'ai pu faire de recherche. Je pense que quand on est doctorant ou doctorante, il faut vraiment saisir cette opportunité parce qu'ensuite, on a beaucoup moins le temps de partir aussi longtemps. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidée, notamment dans l'accès aux fonds.
parce qu'il y a les fonds, disons, des institutions donc, qui sont accessibles selon un certain protocole, mais il y a aussi d'autres archives qui sont voilà, un peu plus cachées, et que ça soit à Valence ou à Madrid. Donc, je pense aussi à François Botrel qui m'a prêté une correspondance de Blasco avec son éditeur Calment Lévy. Ça a énormément alimenté ma réflexion et du coup la façon dont j'allais organiser mon travail. Et puis il y a une personne dont j'ai un très bon souvenir, c'est lorsque je suis allée aux États-Unis, à Los Angeles, dans les archives d'Hollywood. C'est Roberta Johnson, donc professeure à l'université de Los Angeles, qui m'a vraiment accueillie de façon très chaleureuse et on a beaucoup discuté. Et j'en ai surtout un très bon souvenir personnel en fait. Ça se présente comment, les archives d'Hollywood? Et quand on arrive, on dit bonjour, je suis une petite Française, je cherche des choses sur Blasco Ibáñez. Comment ça marche? Et alors, bon, mon niveau d'anglais n'était pas très très bon, mais j'ai quand même réussi à apprendre. J'avais écrit auparavant. En fait, c'est une bibliothèque qui conserve des photos, des scénarios et bien sûr des ouvrages sur le cinéma. Et bon, voilà, j'ai suivi le protocole, ça s'est plutôt bien passé. Ah, ça doit être une sacrée expérience, ça, les archives d'Hollywood. Bon, est-ce que vous vous souvenez des principales difficultés que vous avez rencontrées dans cette thèse et quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour les résoudre, à part prendre des petits cours d'anglais avant de partir aux États-Unis? Euh, bon, peut-être la difficulté un petit peu de mon sujet, c'était la diversité du corpus, puisqu'il y avait à la fois évidemment les romans de Blasco, il y avait les films. Alors les films, le problème c'est que certains sont toujours perdus, puisqu'on était à l'époque du cinéma muet, donc j'ai commencé à essayer de retrouver un certain nombre de films. Euh, donc en l'absence de films, je me suis intéressée à toute la presse qui relayait la production de l'époque. Ça m'a apporté beaucoup d'informations. Donc voilà, des sources très diverses. Le côté romancier, le côté éditeur, bon, le côté aussi homme politique, même si ce n'est pas l'aspect vraiment que j'ai approfondi dans la thèse, mais il fallait quand même que j'ai une idée assez claire des positions de Blasco Ibáñez. Donc au début, voilà, il fallait voir comment articuler cet ensemble assez hétérogène. Et une question qui revient souvent chez les doctorants, et je me souviens qu'on me l'a posée aussi dans les discussions entre nous au début de la thèse, c'était la question de la méthodologie. Quelle est ta méthodologie? Et donc moi, je n'en savais rien puisque j'avais pas mal de choses assez diverses. Et en fait, je pense que parfois, peut-être cette question de la méthodologie, si bien sûr c'est important de se la poser, le risque, c'est qu'elle passe avant l'objet lui-même d'étude. Et c'est ce que j'ai compris, je pense, au long de ma thèse, grâce aussi à ma directrice, c'est que la première chose, c'est l'objet. Et ensuite, voilà, la, la méthodologie doit s'y adapter, pas l'inverse, disons. La méthodologie, qu'est-ce que les doctorants entendent par la méthodologie? C'est la façon les outils théoriques employés, c'est la façon de concevoir son plan. Est-ce que tu fais 3 parties, 2 parties, 4 parties, 5 parties? C'est quoi? Moi, je ne sais pas exactement. Toujours pas? Euh, bon, non, mais c'est souvent, voilà, c'est vrai que c'est une question qui revient. Je pense que c'est plus les lectures théoriques. Euh, Comment aborder un objet, comment le traiter. Alors, parfois, peut-être une grille de lecture, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, je pense que l'objectif n'est pas de montrer
la validité de la méthodologie en l'appliquant à un objet. Hein, mais voilà, ça doit être à l'inverse. Donc d'abord, peut-être cerner son objet et ensuite, au fil des lectures, et je pense qu'en fait, finalement, on trouve la méthodologie en se posant des questions. Donc peut-être voilà, essayer plutôt de se poser des questions et finalement les réponses, on les trouve ensuite plus facilement que essayer absolument de vouloir annoncer une méthodologie d'emblée. Et l'écriture, vous n'avez pas eu de difficulté particulière? Si, bien sûr. Je pense que pour l'écriture, bon, le fait d'avoir un plan, c'est sûr que c'est indispensable pour se lancer. Ça rassure et ça permet aussi de prendre une direction. Et finalement, une fois qu'on a le plan, en tout cas, on a l'idée centrale à démontrer, c'est beaucoup plus facile. Et plus on avance, plus on se sent mieux aussi. Je pense que ça rassure d'avoir derrière soi un certain nombre de pages. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé par rédiger la partie sur laquelle je me sentais assez à l'aise ou enfin, que j'avais envie de faire en premier. Et voilà, après évidemment, le plan a rebougé plein de fois. Donc, Bon, au terme de ce processus arrive la soutenance. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury? oui, donc dans mon jury, il y avait bon, évidemment ma directrice de thèse, Marie-Linda Ortega, Antonio Hanson de l'université de Saragosse, Jean-François Botrel de l'université de Rennes et Jean-Claude Seguin de l'université de Lyon. Et quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée? J'en garde un bon souvenir. Bon, c'est assez émouvant parce que c'est un moment où finalement il y a deux univers qui se rencontrent, c'est les proches et puis le milieu universitaire. Donc c'est une façon de réunir des gens importants, mais d'univers différents le même jour au même endroit. Donc c'est assez émouvant. Et angoissant. Oui, j'étais assez stressée. J'ai eu un mal de dos après, mais bon. Bon, et dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail de thèse? Mais je pense que en fait, la thèse, c'est un peu le début de quelque chose, puisque même si on a beaucoup de temps, finalement, on explore beaucoup de choses. Et il y a un certain nombre de pistes qui se font jour, mais qu'on ne peut pas explorer tout de suite. Donc, finalement, enfin, je suis encore en train de tirer certains fils que j'avais commencé à faire apparaître pendant la thèse. Et ce que ça m'a apporté, finalement, bon, au départ, cette diversité du corpus, qui était un peu une difficulté, finalement, c'est ce qui a été le plus stimulant et qui m'a permis ensuite de m'orienter dans des directions peut-être un peu, enfin, de varier un petit peu mes activités de recherche à la suite de la thèse, en explorant voilà, différents champs. Et en tant qu'enseignante? Alors j'essaye de ne pas trop quand même saouler mes étudiants avec Blasco Ibáñez, mais je crois que c'est vraiment important d'être à la fois enseignant et chercheur parce que finalement, ce qu'on transmet aux étudiants, c'est quelque chose qu'on a eu le temps d'éprouver dans les recherches. Donc la transmission se fait d'une façon peut-être plus impliquée, obligatoirement. C'est quelque chose qui me semble voilà, très, très importante à l'université, ce pont entre la recherche et l'enseignement. J'espère qu'on pourra le maintenir au maximum. On croise les doigts.
Alors, est-ce que vous avez relu votre thèse? Bon, je l'ai relu après la soutenance puisque j'avais quand même des corrections à apporter et donc j'ai réédité la thèse. Et puis ensuite, j'ai publié une partie. Donc là, du coup, j'ai encore dû la relire en faisant des coupures puisqu'il fallait que ça ne dépasse pas 200 ou 250 pages. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai repris ce travail-là en resserrant la chronologie à la guerre 14-18. Et alors, est-ce que ces deux relectures ont été douloureuses? Est-ce que la deuxième, vous aviez déjà vraiment pris de la distance par rapport à la doctorante que vous étiez à l'époque? Ou au contraire, ça a été un plaisir de voir que vous aviez plein d'intuitions qui étaient peut-être maladroitement formulées, mais que tout cela tenait la route? Bon, ça dépend. Il y a des fois où j'étais pas très toujours très contente de ce que j'avais écrit, donc j'ai aussi essayé de compléter des choses. Euh, bon, j'ai repris la thèse assez rapidement après la soutenance, puisque le livre a été publié en 2015, donc je pense pas que j'avais vraiment un recul important par rapport à ce que j'avais fait. Mais bon, une fois l'objet fini, voilà, c'est une satisfaction de, de pouvoir publier sa thèse. Et je pense que si les doctorants ont la possibilité de le faire, il faut essayer. C'est une bonne façon de faire connaître son travail puisque on a quand même une meilleure visibilité quand on publie un livre qu'une thèse. Donc ça a été une chance pour moi de pouvoir la publier. Alors, quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants? Euh, bon, d'abord évidemment d'essayer de prendre du plaisir à faire sa thèse. Bon, j'imagine qu'on ne s'engage pas dans un doctorat sous la torture, donc normalement, voilà, il y a forcément du plaisir. Mais ce qui peut être un peu écrasant, c'est la somme de travail que ça représente. Donc, moi, je dirais d'aller par étapes, un peu comme en randonnée, de ne pas regarder le sommet de la montagne, mais de penser à la prochaine étape, voilà, pour cheminer de façon, si possible, un peu plus sereine. Mais bon, il y a une part de stress qui est inévitable et je pense que c'est aussi un moteur. Après, il y a des jours avec et des jours sans, donc il ne faut pas s'inquiéter si on n'est pas tout le temps, on peut pas tout le temps être productif. C'est bien de se mettre un plan de travail, mais ça doit être un cadre voilà, qui ne doit pas être rigide, puisque il y a toujours une part de réélaboration, de création, on peut changer d'idée, on peut se rendre compte que finalement il faudrait mieux lire telle chose. Donc c'est constamment réélaboration, c'est pas tracé d'avance et voilà, je pense qu'il faut en être conscient et du coup c'est ce qui fait le doctorat aussi stimulant et intéressant. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de votre thèse et nous en faire un petit commentaire? Donc l'introduction. Oui. Alors, si vous avez besoin pour que ça fasse une unité cohérente de la deuxième et de la troisième, n'hésitez pas, hein. D'accord. L'écrivain espagnol d'origine valencienne, Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928, constitua très tôt, dès 1914, une source d'inspiration pour les cinéastes, d'abord en Espagne, puis en France et aux États-Unis. Cependant, si cet aspect relatif à la transposition filmique de son œuvre est connu, sa propre perception du nouveau média en tant que romancier a beaucoup moins été étudiée. Alors, commentaire. Bon, en fait, ce que j'ai voulu, ce que j'annonce ici, c'est un aspect assez central de la thèse. Euh, j'ai pas, ma thèse n'est pas sur les adaptations cinématographiques de Blasco Ibáñez, mais plutôt sur la façon dont le cinéma l'a amené à repenser sa création en tant que romancier.
Donc, comment la narrativité l'a amené à écrire différemment en tant qu'écrivain de romans. Et au 19e siècle, alors est-ce qu'il y a d'autres auteurs au 19e siècle espagnol, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres auteurs que vous aimez ou vraiment celui-là, c'est le chouchou absolu? Bon, non, il y a d'autres auteurs. Bon, je me suis intéressée par exemple à Emilia Pardo Bazán, qui est donc un petit peu plus antérieure, légèrement. En ce moment, je m'intéresse plus aux femmes. Carmen de Burgos, par exemple, aussi. Et Blasco, il a parlé un peu de Pardo Bazán ou pas du tout dans sa correspondance? Ou est-ce qu'ils ont eu des rapports? J'avoue là totalement mon ignorance. Est-ce il était ami avec elle? Est-ce qu'il ironisait sur ses textes? Donc Emilia Pardo Bazán, elle est venue à Valence, elle a fait une visite. Et je me souviens plus exactement quelle année, mais Blasco Ibáñez était assez jeune et il l'avait reçue, etc. Et bon, il y a beaucoup de ragots qui ont circulé sur Blasco Ibáñez, dont évidemment qu'il aurait eu une liaison plus ou moins avec Emilia Pardo Bazán. Bon, en tout cas, ils se connaissaient et s'appréciaient, je pense. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et puis globalement d'avoir participé à ce projet. Merci beaucoup. Merci à vous.